Bienvenue sur la chaîne YouTube de Meilleure.com. On poursuit la série des interviews et aujourd'hui, je te présente Cécile Bayard. Hello. Salut. Donc Cécile, tu as d'abord commencé par un blog sur les activités manuelles avec les enfants qui s'appelle La Cour des Petits. Le lien sera évidemment dans la description de cette vidéo. Ensuite, tu as créé Blog by Yourself, donc c'est par cet intermédiaire-là que je t'ai connue, et même pour être vraiment exact, c'est depuis les aventurières, je suivais Laure, et aujourd'hui, tu es associée maintenant avec Laure. Où en est ton blog La Cour des Petits? Est-ce que tu as encore le temps de t'en occuper? Il me semble avoir vu passer à un moment donné que tu cherchais quelqu'un. Ouais, je cherchais quelqu'un, je n'ai pas trouvé quelqu'un. Ah, Pour l'instant, je m'en occupe. Je fais vivre la newsletter. C'est-à-dire que les gens qui sont abonnés, j'ai plusieurs fichiers à télécharger gratuitement pour les gens qui s'abonnent. Et ces gens-là, je leur envoie, j'ai diminué le rythme tous les 15 jours. Je leur envoie un mail avec des idées d'activités. Mais je n'ajoute plus de nouveaux contenus. Et oui, je cherchais quelqu'un pour créer des nouveaux contenus. C'est pas que j'ai pas trouvé quelqu'un, c'est que j'ai pas trouvé le financement pour financer quelqu'un en fait. Et tu oui, vois puis là, maintenant tes enfants sont grands, peut-être que... oui. C'est ça, c'est un blog d'activité pour les 0-10 ans et mon fils le plus jeune a 9 ans et demi, donc on est Ça limite. y est. Ils font des activités, mais maintenant c'est l'avantage d'avoir été très créative avec eux. Moi je suis hyper fière d'eux maintenant. Enfin, j'ai toujours été hyper fière d'eux. En fait, je suis hyper fière de moi, je crois, Tu vois les de leur résultats. avoir apporté cette créativité quand ils étaient petits. Ça fait des mois, des années qu'ils sont créatifs tout seuls, en fait, maintenant. Ils n'ont plus besoin de moi. Par exemple, là, ils ont découvert, surtout avec le confinement l'année dernière, les tablettes, les jeux. Alors, on n'est pas sur du Fortnite, on est sur des petits jeux sympas. Donc, ils ont droit à maximum 3/4 d'heure, 1 heure par jour. C'est quand même hyper chronométré. Et en fait, le reste du temps, alors du coup, le jeu prend beaucoup de place, comme pour beaucoup de gamins, mais c'est pas qu'il passe 5 heures sur son jeu, c'est qu'il passe 1 heure sur son jeu et après, il crée des personnages, il dessine des personnages qui pourraient aller dans le jeu, il invente un scénario de jeu vidéo, il veut apprendre à coder pour créer des jeux vidéo, enfin, et donc voilà, c'est hyper créatif, mais c'est plus des choses que je peux mettre sur la cour des petits de toute façon, quoi. En plus, ils font ça dans leur coin. Maintenant, la porte de la chambre, elle est fermée, il faut toquer pour rentrer et tout. Je vais pas venir prendre des photos, quoi. Alors du coup, je le redis, il y aura le lien vers ton site de la Cour des Petits pour Ouais. les mamans que ça intéresse. Du coup, ça regorge de plein d'activités. Ouais, j'en mets plus, mais il y a plus de 350 articles. Ouais, il Donc, y a de quoi ouais, faire, quoi. il y a de quoi faire, voilà. T'as bien bossé. Maintenant, c'est chez les aventurières, c'est le club des aventurières apprentis. Donc, c'est un club qu'on ouvre à... En fait, du temps de l'atelier, comme tu as connu, on pouvait rentrer genre tous les mois et il y avait pas de promo, entre guillemets. Tu vois, il y avait chacun, ça rentrait au goutte à goutte et puis tu rejoignais le grand groupe. Et maintenant, on ouvre des promos. Donc, il y a 20 personnes qui rentrent ensemble et qui rejoignent, donc qui ont accès aux formations pour apprendre à se lancer dans l'entrepreneuriat et le marketing, tout ça, et qui ont aussi des rendez-vous ensemble toutes les semaines. C'est un esprit plus de, oui, de promo, de groupe qui se suit pendant un an. Les bases de formation sont les mêmes, mais il y a du coaching, de l'accompagnement en plus, quoi. Et on était beaucoup de mamans à Blog by Yourself. Est-ce que c'est toujours le cas chez les aventurières? Il y en a toujours, oui. Il y en a moins. Enfin, en fait, quand moi j'ai lancé Blog by Yourself, du fait que c'était après la cour des petits, les copines que j'avais qui étaient blogueuses ou en tout cas autour de la maternité, du maternage, la parentalité, on va dire, m'ont suivi et du coup certaines sont devenues clientes. Et c'est il y a les mêmes personnes qui m'ont suivi, puis il y a des mamans chez les aventurières. Mais du fait que Laure n'a pas d'enfants, il y a aussi, et puis que du coup, il y a aussi une communauté qui n'a pas encore d'enfants, ou en tout cas, il y a des jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants, il y en a des qui n'en veulent pas, enfin, il y a de tout. Mais je sais, quand j'ai fait des blagues sur la rentrée scolaire, ça a bien fait rire, donc Ouais. pas mal doivent être concernés. C'est Ça en pas, reste. ça s'adresse pas spécifiquement aux mamans, Non, c'est mais ça. il y en a quand même beaucoup, quoi. Voilà, c'est ça. Ça s'adresse. On a même un homme, hein, donc ça s'adresse même pas qu'aux femmes, mais quand même, quand tu t'appelles les aventurières, moi sur Blog by Yourself, je m'adressais clairement qu'aux femmes. Laure, donc mon associée chez les aventurières, s'adressait au début aussi que aux femmes. Donc on a quand même 98
19 peut-être % de femmes qui nous suivent. Donc oui, il y a des mamans. Et puis il y a des gens, il y a des femmes qui veulent pas être maman et il y a des pas encore, des grands-mères aussi. Donc il y a de tout en fait. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition ou ta représentation de ce que c'est que le maternage proximal? Pour moi, le maternage proximal, c'est être à l'écoute de son enfant, en fait, et des besoins naturels de son enfant et les respecter. Voilà, c'est ça pour moi, c'est de l'écoute. Il y a pas de règle je me suis mis beaucoup la pression quand, j'ai découvert tardivement, mes enfants étaient déjà enfin tardivement, c'est-à-dire ils avaient déjà passé 6 mois, le deuxième avait déjà passé 6 mois. Le concept du continuum, ça m'a beaucoup culpabilisée en mode: «Ah mon Dieu, j'ai foiré la vie de mes enfants, je les ai posés avant leurs 6 mois». Je suis très perfectionniste de base, donc ce livre, je me suis dit: «Mais oui, mais c'est tellement ça», enfin, il est très mal écrit, mais en dehors de ça, sur le fond, j'étais très, d'accord avec l'auteur et du coup, ça m'a fait beaucoup culpabiliser et maintenant je me rends compte qu'en fait, bon, j'ai pas fait tout parfaitement, hein, mais quand elle dit 6 mois, c'est juste quand ton bébé est prêt en vrai, voilà, donc c'est juste de l'écoute. Pour moi, c'est ça le maternage proximal, et il y a aussi l'autre aspect, enfin, qui est pas dans la définition, mais qui est s'écouter soi aussi, en fait. Enfin, écouter ses besoins. Écouter quand ton cœur parle, quand le médecin n'est pas d'accord avec toi, par exemple, et que tu dis: «Non, mais je crois que c'est moi qu'il faut que j'écoute», et aussi écouter ses besoins, et ça, c'est parfois chaud quand tes propres besoins, sont pas en accord avec les besoins de ton enfant. C'est tendu. Donc voilà. Tu as toujours l'histoire du masque à oxygène à mettre, sur toi d'abord, hein, mais j'ai trouvé ça hyper challengeant en tant que maman, en tout cas. Ça, comment tu te respectes tout en respectant ton enfant quand ton enfant et toi, vous n'allez pas tout à fait dans le même sens. Enfin, en tout cas, ça se heurte, surtout quand ils sont tout petits. Plus ils grandissent, plus c'est facile. On peut discuter, on peut les faire patienter et tout, mais un bébé qui te dit: «J'ai faim» et toi, tu es là: «Oui, mais moi, j'ai sommeil, en fait». C'est un peu plus Les compliqué. conflits de besoins, ouais. Ouais, c'est ça. Comment, c'est le grand défi, on est bien d'accord. Et du coup, comment tu as découvert cet univers? En fait, sur Doctissimo, j'ai eu beaucoup de mal à être enceinte et j'ai de l'endométriose, enfin, donc de l'infertilité, j'ai eu un parcours, PMA, tout ça. Enfin, on allait enclencher, quand un miracle s'est produit. Heu, En fait, donc j'ai mis 2-3 ans. C'était pas enfin, avec le recul, je me dis: «Ça va» par rapport à ce que vivent certains couples. Mais quand tu es dedans et qu'en plus tu es d'une nature un peu obsessionnelle et quand tu veux quelque chose, c'est maintenant. Et donc j'ai allé sur Doctissimo et pour parler d'infertilité et j'ai fait 2 fausses couches précoces. Et donc sur Doctissimo, je ne sais pas si ça existe encore, mais on avait des forums pour, les mamans qui vont accoucher tel mois, en fait, et on se suit toute sa grossesse. Et OK. en fait, donc je devais accoucher en 2008 de mémoire. Donc j'étais avec les novembrettes 2008, quelque chose comme ça, et en fait, j'ai fait une fausse couche au mois de mars, donc très, très tôt, et on était plusieurs, on s'est suivis et du coup, je suis devenue un peu accro à Doctissimo, qui était un peu l'endroit de soutien, entre maman qui désespère de réussir à tomber enceinte, et il y a un espace maman nature sur Doctissimo, et je crois que c'est là que j'ai découvert le, bah, tous les concepts de maternage et tout, et où mais je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est ça, voilà. Déjà, j'étais dans ma tête, par exemple, moi, j'ai été élevée à l'ancienne, on va dire. C'est-à-dire, c'était normal de te prendre une baffe quand tu faisais une connerie, quoi. Et j'avais toujours dit: «Je taperai pas mes enfants». Enfin, j'essaierai en tout cas. Je ne veux pas taper mes enfants. Et du coup, il y avait ça, en fait, la «non-violence» entre guillemets et tout le lien à la nature et tout, et c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais allaiter, que j'allais me faire du cododo et tout, en fait, que j'allais faire les couches lavables, enfin voilà. Je n'ai pas été jusqu'à HNI, mais j'ai fait les couches lavables. Donc voilà, c'est grâce à Doctissimo, en tout cas à la communauté de mamans qu'il y avait à l'époque, donc 2009. J'ai gardé des contacts, pas forcément avec des mamans nature, mais avec des mamans qui avaient fait leur fausse couche en même temps que la première mienne, et qui ont eu des parcours un peu difficiles. Et du coup, ça nous a vachement rapprochés parce que moi, j'ai fait 2 fausses couches précoces et je crois que j'étais la plus chanceuse, parce qu'il y a eu des parcours d'IMG et tout ça derrière, tu vois. Donc, ça nous a rapprochés de vivre ces choses-là ensemble, et du coup, maintenant, on se suit sur Facebook, en fait. Bah ouais, c'est précieux dans ce moment-là de pas être toute seule Être et toute seule, ouais, parce que et ton entourage, il a beau être présent, il sait pas ce que c'est, en fait. ouais. Non, puis moi
moi, je m'étais emballée pour ma 2e grossesse. Je l'ai dit très vite à tout le monde. Ouais. Et en fait, j'ai fait une fausse couche. Et du coup, j'ai compris ce truc de tant que tu n'as pas passé le 1er trimestre, tu te tais, tu dis rien. Parce qu'en fait, c'était pas forcément à mon service, mais au service des autres. J'ai vu à quel point ça mettait tout le monde très mal à l'aise. Quand on me demandait alors, et je dis ben non. C'est vrai que c'était pas des moments hyper agréables. Et en même temps, je vois à quel point ça m'a vachement aidée que ça se sache et que je le dise et de pas être toute seule dans mon secret, quoi. Pour la deuxième grossesse, je me suis dit, en fait, je l'annonce, j'ai pas forcément attendu 3 mois ou quoi, mais je ne l'annonce que aux gens avec lesquels je serais d'accord de parler d'une éventuelle fausse couche, du coup, tu vois. Donc, je vais pas l'annoncer à tout le monde, mais les gens, oui, mes amis, mes collègues, à l'époque, j'étais salariée, mes collègues proches, etc. Mais les gens sont gentils, mais des fois, ils ont des mots. Moi, je me souviens d'un collègue qui m'avait dit... genre ça va, c'est moins pire que si c'était un vrai enfant ou un truc comme ça, et c'est pas faux. Enfin, je veux dire, rationnellement, oui, maintenant que j'ai des enfants, je me rends bien compte. Enfin, je veux dire, si je perdais un de mes gamins, bien sûr que ça serait beaucoup plus dur que ce que j'ai vécu. Mais à l'époque, t'es pas là pour mesurer ton niveau de tristesse, en fait. Tu vois, à l'époque, c'était juste douloureux. C'était plus que... le premier, c'était un œuf clair, donc il n'y avait même pas de vie, il n'y avait rien, mais tu t'en fous de ça. Dans ta tête, tu as déjà un bébé, tu as déjà projeté des trucs et tout, en fait. Donc des fois, c'est pas méchant, mais... Alors, une femme qui a fait une fausse couche, elle te dira pas ça. Donc c'est bien d'avoir une communauté qui peut te soutenir, c'est cool. Donc, merci Doctissimo. Et dans tout ça, qu'est-ce que tu as adoré? J'ai adoré voir mes enfants grandir et l'autonomie. Enfin, c'est un truc que j'adore toujours, les premiers pas, mais dans tout, au sens métaphorique, les premières fois. Et puis, un truc que j'aurais pas cru que j'aimerais, mais l'allaitement, j'ai adoré. Pourquoi tu n'aurais pas cru? Franchement, avant d'être enceinte ou au début de ma grossesse, j'hésitais, je me disais, est-ce que... Franchement, j'ai allaité, ça venait pas de mon corps au départ, ça venait vraiment de ma tête, en mode c'est ce qu'il y a le mieux pour l'enfant, donc je vais le faire. Et en fait, après, je l'ai fait, et en fait, j'ai vu à quel point c'était la continuité du lien, en fait. Ça s'est fait naturellement, mais heureusement que je l'avais préparé avant intellectuellement, fait du coup que je m'étais renseignée et tout pour que ça marche. Parce que si j'avais attendu le jour de l'accouchement en mode je vais voir si j'ai envie ou pas, je pense que j'aurais eu envie, mais du coup, j'aurais pas été prête. Donc, est-ce que tu as eu des difficultés? Il a fallu que j'aille voir une conseillère de la Let's League à la sortie de la maternité pour qu'elle me montre comment mettre correctement mon premier enfant au sein. Parce que en fait, j'avais des crevasses de partout, c'était horrible. Enfin, je le faisais téter en serrant les dents tellement ça faisait mal, quoi. Et les sages-femmes me le regardaient du dessus, me disaient non, pourtant il est bien mis. Ouais, mais je vous jure, ça fait mal. C'est pas censé. Je sais que ce n'est pas censé faire mal, que c'est une question de position. Donc comment on fait? Et en fait, elle savait pas m'aider. Et donc j'ai été voir une conseillère LLL que j'avais rencontrée à une réunion quand j'étais en fin de grossesse. Et en fait, en 3 secondes, c'était réglé, quoi. Fait, comme ça, pouf. Oh mon Dieu, il tète et ça ne me fait plus mal. Oh, le bonheur. Oh là là, donc c'était vraiment juste un problème de positionnement. Ouais. Et après, tu n'as plus eu de soucis. Après, le souci, c'était le rêve, quoi. Enfin, tu vois, comme ça faisait... Mon fils avait beaucoup de rejets parce que ça sortait trop fort. Des fois, il s'enlevait du sein parce que ça sortait trop fort. Enfin, et puis moi, j'aurais pu en nourrir 3, quoi. Enfin, c'était... J'étais là, mais si vous avez des difficultés, donnez-moi vos enfants, ça me soulagerait. En même temps, il ne faut pas stimuler en plus. Donc tu as eu des engorgements, des choses comme ça? En fait, je savais, du coup, ça aurait pu, mais j'avais été à LLL avant d'accoucher pour le premier, et très rapidement, enfin, je me souviens plus quel âge il avait quand je suis retournée régulièrement en réunion, mais j'avais des conseils, et ça, pareil, encore une fois, à la communauté, quoi, pas rester seule, être avec d'autres mamans qui vivent la même chose. C'était hyper riche, de pouvoir être soutenue dans toutes les étapes, genre, oui, c'est normal. Et même en rire, tu vois, les premières fois où ton gamin, quand il commence à avoir 5-6 mois, qu'il est curieux et que du coup, c'est toi qui dis non, mais là, c'est l'heure de téter, parce que lui, dès qu'il y a un bruit, il te lâche le sein, où que tu sois, et tout le monde, tu flashes tes nichons à tout le monde. Bon, voilà, c'est bien de pouvoir avoir des petits tips de comment on fait pour, si ça te gêne, encore, moi, ça me gênait un peu. De comment on fait et tout, ils font tous ça, je sais pas, et genre, tu vois, pas te poser la question de mais mon Dieu, il se désintéresse du sein, il va maigrir, c'est horrible. Non, c'est juste, il est curieux, il grandit, quoi. J'ai pas eu, voilà, à part le rêve qui est un souci plus pour mon fils
et plus encore avec le deuxième, qui lui voulait plus, il a eu une période où il voulait plus téter parce que ça le saoulait de se prendre un Karcher dans la gorge, je pense. Et du coup, j'ai eu la chance, encore une fois, grâce à la Leche League, d'être orientée vers c'était pas un pédiatre, c'était un généraliste qui était marié à une animatrice Leche League et du coup, qui connaissait. Enfin, il n'y avait pas de du coup, on va le passer au biberon, hein. On va lui mettre un lait anti-régurgitation. Non, non. Donc, j'ai eu des bons. Du fait d'être dans le bon réseau, j'ai eu des bons tips. J'ai lâché la pédiatre où je la sentais pas et j'ai été chez ce médecin juste le temps qu'il était bébé, vraiment tout petit. Après, j'ai pu retourner chez un médecin généraliste classique. Déjà, j'étais plus prête aussi à tenir tête s'il faut. Et puis, l'allaitement était plus un problème. Il commençait à être diversifié et tout. Enfin, manger, en foutre partout. Enfin, en foutre partout plus qu'il ne mangeait. Moi, du fait d'être accompagnée par des copines de la Let's League, j'étais vachement plus sûre de moi face aux remarques et du coup, j'avais peu de remarques. J'ai remarqué ça aussi en discutant avec d'autres mamans. Que généralement, quand on est bien droite dans nos bottes, les gens ils se posent même pas la question en fait. Enfin, en tout cas, ils la posent peut-être dans ton dos, ils viennent pas t'emmerder. Dès qu'ils sentent que ça flotte et qu'il y a un doute, alors là, c'est les failles et ça y va à fond. C'est clair. Et du coup, tu as fait les couches lavables aussi alors? Ouais, j'ai fait les couches lavables pour les deux. Et pour le premier, dès la maternité, fatale erreur que je n'ai pas fait pour le deuxième. Fatale erreur pour moi, hein. Mais un premier enfant, c'est quand même un putain de bouleversement. C'est un truc de dingue. Les couches lavables, surtout neuves, elles fuient beaucoup plus, elles absorbent pas beaucoup. Je les avais pas lavées 15 fois avant. J'avais des fuites tout le temps. Je passais mon temps à faire des tétés et des lessives parce que il mouillait jusqu'à la turbulette. On était en appartement au mois de mai et il gelait. Donc, j'avais pas de sèche-linge. Donc, j'avais des couches et des turbulettes pendues partout dans l'appart, sachant que je déteste le bazar. Ça m'oppresse vraiment quand il y a des trucs qui traînent. C'était une période assez compliquée. Et pour le deuxième, ils ont 22 mois d'écart. Et j'ai dit, en fait, il est resté en couche jetable, bio, mais enfin bio, ils sont pas bio, mais écolo, pendant 1 mois, je crois. En tout cas, le temps que je prenne le rythme avec 2 bébés et de pouvoir, après, 2 bébés en couche, de pouvoir, parce que le deuxième était toujours en couche, le premier était toujours en couche, de pouvoir gérer les lessives tous les jours, les couches qui pendent dans le salon tous les jours, et plus de fuite de turbulette. Bon, le deuxième, l'avantage, c'est que son frère ayant utilisé les couches, elle ne fuyait plus. Elles étaient rodées, celles-là. Étaient rodées, voilà. Mais au départ, j'étais assez jusqu'au boutiste, en fait. Je pense que c'est l'erreur, tu vois. Si je pouvais revenir en arrière et donner un conseil à la Cécile de 30 ans qui venait d'accoucher, c'est bien d'avoir des valeurs et un objectif et tout. Mais il y a un moment aussi où justement, il faut savoir, en fait, c'est le meilleur moyen d'aller au burn-out parental, de vouloir en faire trop et du coup, de ne pas être la mère qu'on veut pour ses enfants de toute façon, parce que quand tu es crevé, c'est là où tu vas crier ou quoi. Donc, vaut mieux que le gamin soit en couche jetable pendant 1 mois que de lui gueuler dessus, quoi, en fait. Donc, j'ai appris à lâcher du lest, à partir en vacances avec un paquet de couches au lieu de mes couches lavables, par exemple. Et tu savais que la chenille existait ou tu n'avais pas connu ou J'avais pas connu ça, pour le coup, j'avais pas connu. Je l'ai connu à LLL, il y avait une maman qui pratiquait. Et je trouvais ça fascinant, mais mes enfants étaient déjà tous les deux en couche et tout. Et en même temps, honnêtement, je pense que j'aurais pas... Ça aurait été too much pour moi. Je pense Enfin, vu comment j'étais à fond dans les trucs, je me suis dit quelque part, heureusement que j'ai pas connu parce que là, j'aurais peut-être fait un burn-out, en fait. Je pense qu'il faut avoir une autre... Enfin, je pense que je me serais mis beaucoup de pression. Donc, ou peut-être que tu aurais eu moins de lessive, puisque les pipis auraient été dans le pot. Oui. Par contre, oui, moins de lessive, c'est sûr. Mais non, je sais pas, en fait. Tu vois, après, je pense aussi que c'est la dissonance cognitive. Tu vois, j'essaye de réduire. Non, mais c'était pas pour moi. J'aurais pas pu le faire parce qu'en fait, je l'ai découvert trop tard. Non, mais dans la chenille, c'est comme tout le reste. Il y a où est-ce que tu te positionnes. Est-ce que tu veux 0 couche et avoir tous tes pipis dans le pot, ou tu peux juste te dire tu chopes le pipi du matin, ou tu vois. Il y a plein de façons de... J'ai vu pas le faire complètement à fond, quoi. J'étais en stage en business et il y avait une maman justement dans les clientes. C'était un stage chez les aventurières que j'ai fait avant de m'associer avec Laure. Et il y avait une maman qui était là avec son bébé de 6 mois et justement il faisait il y avait les couches lavables et
Il me semble qu'elle faisait un peu HNI, mais du coup, voilà, on était en stage, on bossait, elle avait pas tout le temps le petit pot, gamin et tout, mais c'était chouette de voir ça. Donc chez les aventuriers, on peut venir en stage avec son bébé. C'est cool ça. Trop Et bien. le papa du bébé, parce que c'était un stage sur 3 jours. Et du coup, le papa du bébé était là aussi pour pouvoir s'occuper de son fils Relayer, pendant, ouais. voilà, aller le promener et tout quand même, que maman profite de son stage. Ça a été quoi tes stratégies après là pour justement avec 2 enfants en couche pour survivre à tout Pour ça? survivre. Je suivais leur rythme en fait. Et je suis quelqu'un d'organisé aussi, donc je suivais leur rythme tout en ayant assez rapide une facilité à moi m'organiser pour le reste. J'avais une stratégie aussi qui s'appelle un mari qui assure sa part de responsabilité. Donc, vraiment, et puis j'étais en congé parental aussi, hein. Ça n'aurait pas été possible si j'avais repris le boulot de faire tout ça. Là, en termes de lessive, tu te souviens ce que ça représentait? T'en faisais une par jour? Ouais, peut-être une par jour, une tous les 2 jours. Je chargeais à bloc Ok. ma machine à laver. J'avais une stratégie pour pendre le linge n'ayant pas de sèche-linge qui était mets le bébé. Tu sais, j'avais un truc à linge en triangle comme ça, là. Ouais. Et mets le bébé en dessous, tu pends des lingettes et lui, il joue avec, ça lui Génial. fait. Et en fait, je pouvais pendre mes couches tranquillement parce que le petit était super, les Il faisait lingettes, son les machins. mobile. Bon, il t'en décrochait à chaque fois que t'en mettais une, t'as du boulot à raccrocher parce qu'il arrivait à tirer dessus. Mais, et puis le plus grand, à 2 ans, c'est l'époque où ils aiment bien participer et tout. Donc, ils pendaient un peu le linge avec moi. Enfin, tu sais, en plus, motricité fine, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait un article sur la Cour des petits sur les activités, la corvée du linge avec bébé, justement. Ok. Tout ce que tu peux faire selon les âges. Les épingles à linge, c'est super fun, quoi, quand tu as 2 ans. Donc, y participer, en fait. Et ouais, j'avais ce truc d'être hyper organisée, du coup, et de savoir inclure les enfants dans les activités ou les activités avec les enfants, je sais pas trop. Mais les couches et les lessives, c'était pas la partie la plus compliquée en fait. Le plus dur pour moi, c'était changer les couches. Franchement, c'est la partie que j'aimais le moins, c'était la couche sale. Et en fait, mon mari a changé beaucoup plus de couches que moi, je pense. Dès qu'il était là, quand il y avait besoin de changer la couche, tiens, c'est pour lui. Cadeau. Ouais. Et du coup, on avait notre seau à couche là, machine à laver, lessive. Le plus chiant, c'était parce que je faisais ma lessive moi-même, bien sûr. Et râper le savon quand il n'y avait plus de copeaux de savon de Marseille. Enfin, voilà. Ça, c'était un peu chiant, en fait. Le plus chiant, c'est au moment du change, en fait, je trouve, moi. Quand il y a du caca sur la couche et qu'il faut la rincer et tu fais C'est là que la chenille, mais voilà, ça tu as sauve la raison, vie, tu vois. c'est clair. Et du coup, l'acquisition de la propreté, comment ça s'est passé avec tes loulous? Mais ils ont toujours été propres, mes enfants, voyons. Je n'en doute pas. Le premier... Le passage sans couche, on va dire. Le passage sans couche. Le premier... Alors, j'avais acheté un pot. Alors déjà, bon, je pense pas que ça va choquer les gens qui nous écoutent, mais je sais que ça a déjà choqué des potes quand je dis, quand j'allais aux toilettes, ils venaient voir, tu vois. Mais je pense que cette personne qui avait what? Mais toi, tu t'es déjà. Pourtant, il a des enfants. Hein. C'est un pote qui a des enfants, mais il n'a jamais géré ses enfants toute la journée. Je pense que c'était petit. Moi, je n'ai jamais pissé tranquille. Hein. J'ai toujours eu un enfant avec moi. Je me souviens avoir fait pipi avec l'enfant dans le porte-bébé, dans l'écharpe, machin. Et donc, il y avait le modèle. Et je crois que j'avais le pot. Et je leur disais, si tu veux faire pareil, c'est là, quoi. Et après, j'ai fait le classique. C'était en vacances, il faisait beau, le balade-toi à poil. Et puis, voilà. Et pour le premier, ça s'est fait assez... il avait 26 mois, je crois. Quand il a arrêté les couches de jour, de nuit, ça a été beaucoup plus long. Il était déjà à l'école quand il a arrêté les couches la nuit. Mais bon, voilà, quoi, ça s'est fait tout seul. J'ai pas forcé, c'est juste le pot était à disposition. Tu as vu comment on fait. Et puis, il s'est baladé tout nu. Donc, il y a eu des pipis sur le parquet, mais voilà, c'était du stratifié, ça s'essuie bien. Et puis, mais c'est venu assez facilement, en fait. Il n'y a pas eu de souci. Et le deuxième, c'est mon frère, ce héros, tu vois. Donc, le deuxième, à 23 mois, 2 jours comme 2 nuits, il avait décidé que c'était le pot et il ne voulait pas. Je me souviens même d'un retour en voiture où
C'était au tout début, il avait à peine 2 ans du coup, hein, et on revenait en voiture avec lui le soir, on s'est dit: «Il va s'endormir, on va lui mettre une couche culotte» parce qu'on ne sait jamais, enfin dans la voiture, sur le périph' et tout, et en fait, il a passé le pauvre, j'étais mal pour lui, on lui disait: «Mais tu peux faire pipi». Il tapait des pieds dans son siège parce qu'il voulait qu'on Mmh. s'arrête pour faire pipi, parce qu'il voulait pas faire pipi dans sa couche, tu vois? C'était déjà acquis que c'était plus possible et on était, paf, sur le périph', donc tu fais pas trop Ouais. t'arrêter. On a vite remonté la Tresse, tout ça, parce que j'habite dans les Yvelines et on est sortis, 1re sortie à Versailles, on s'est arrêté à côté du haras de Jardy et il a pissé sur le trottoir. Mais vraiment, il voulait pas, quoi. Il avait pas 2 ans, mais c'est bon, c'était venu, mais il voulait pas, faire pipi dans sa couche alors qu'on lui disait qu'il pouvait, mais non, non, Mmh. il disait pas Dizaine de non, il passages parlait pas. généralement, ouais. Mmh. Ouais, il parlait pas vraiment, mais il pleurait le pauvre, j'étais mal pour lui, quoi, et bon, bah, voilà, et lui, c'est venu vraiment comme ça, donc jeune, tu vois, 23 mois pour un enfant en couche et tout, c'est quand même, c'est assez tôt quand je vois des parents qui galèrent avec les enfants quand il est à l'âge de où ils rentrent en maternelle. Et jour et nuit, quasiment du jour au lendemain, enfin, on lui continue à lui mettre des couches la nuit. En fait, il a été propre la nuit avant son frère qui a 2 ans de plus, quoi. Tu avais, plusieurs systèmes de couches? Tes enfants étaient gardés peut-être Non, à un les enfants, moment? c'était moi. Enfin, ils ont été, à la crèche juste l'année avant la maternelle, une fois par semaine, tu sais, je les mettais, pour qu'ils apprennent un petit peu à être un petit peu sans moi, quoi. Mais, quand ils étaient prêts, en fait, j'avais essayé avec mon fils à 18 mois et le grand, quand j'étais enceinte du deuxième, et ça avait été une catastrophe. C'est-à-dire que ça a duré 10 minutes parce que Mmh. je l'ai mis à la garderie. Donc tu as une journée où tu restes, enfin une demi-journée, quelques heures, Ouais. tu restes avec lui. Le lendemain, tu le remets et tu lui expliques que je reviens bientôt, maman va faire un tour pendant. Il m'avait dit 1 heure. Et en fait, j'étais jusqu'au milieu de la cour, je l'entendais hurler, j'ai fait demi-tour, j'ai dit non, mais en fait, je pense que ça va pas être possible. Mmh. Donc, je vais reprendre cet enfant. Et je l'ai remis du coup beaucoup plus tard, enfin 1 an plus tard, parce que je voulais pas qu'il ait l'impression que, bah, maintenant que ton frère est là, du coup, je te mets ailleurs. Ouais. Donc j'ai attendu un petit peu. Donc j'ai attendu que son frère ait du coup 6 mois. Franchement, ça m'aurait soulagée en fin de grossesse et en début de bébé d'avoir un jour, comme ça. Donc il allait un peu chez ses grands-parents, les parents, mais il était encore petit, quoi, 2 ans, c'est encore un bébé, quoi. Et du coup, il a été à la garderie, donc pour revenir là, ma belle-mère faisait les couches lavables, du coup, il y avait je mettais les deux couches d'avance qu'il fallait, il y avait le sac, je disais: «Vous vous occupez de rien, vous pliez, vous mettez dans le sac comme ça et c'est moi qui Donc là, tu gère». faisais tout en un? Ouais, c'est ça. J'avais je sais plus le nom, mais des trucs à pression, là, où tu peux laver que l'insert. OK. Donc j'avais des comme ça et j'avais c'est pas Gros Baby, des qui ressemblent un peu plastique où tu peux glisser un linge, il y avait une marque, c'était Ouais, Flip par Gros ça Baby, je me dit crois. quelque chose, ouais. En fait, elles étaient trop cool et on en avait une rose que mon fils adorait, en plus les couleurs étaient trop bien. C'était des couches qui grandissaient, tu as des pressions devant Ouais. pour, tu pressionnes plus bas quand ils sont petits, tu fais une petite couche et puis à la fin, tu enlèves toute pression, et par contre là, l'insert se glissait, et à la crèche, du coup, bah, il avait 2 ans et demi quand il y est allé, et du coup, il était déjà propre 2 jours, donc Mmh. il y avait plus de couche. Et pareil pour le deuxième qui a été aussi à la crèche entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, le temps juste l'année avant l'école, en fait. J'ai fait dans la ville où on était, il y avait, une toute petite section. C'était une OK. ville de gauche, donc il y avait une toute petite, je ne sais pas pourquoi c'est de gauche cette idée de mettre les enfants à l'école à 2 ans, mais bon, franchement, j'ai toujours pas compris, Mmh. mais bon, voilà. Mais même là, dans les débats, d'IUF, la gauche est contre l'IUF, hein. C'est Ouais, l'école bah, il y a un républicaine. truc je pense dans la gauche, classique, enfin ça libère la femme de mettre ses enfants en garderie, quoi. Parce qu'elle peut Mmh. aller travailler pour le grand capitaliste. J'ai toujours pas compris pourquoi c'était de gauche, en fait. Oui, Mais mais tu bon, peux bref, modeler plus facilement quand tu les prends tout petits et en faire ce peut-être. que tu veux pour plus tard. Ouais, mais ça, c'est autant de droite que de gauche, non? Oui, oui, mais il y a un côté très conservateur à droite qui Oui, fait que, maman à la maison avec, les et bah, enfants. oui, avec le précepteur, c'est historiquement parlant, Oui, l'école à la maison, voilà, c'était les familles bourgeoises qui pouvaient se ouais, le c'est clair. permettre. Ouais. Et bref, du coup, on était dans une commune de gauche. Donc, il y avait 4 classes en maternelle et pour les tout petits. Mais j'ai quand même, enfin, moi, je les ai jamais inscrits. Je trouvais que 2 ans, c'était bien trop tôt pour mettre. Ils auraient pu rentrer à l'école parce que la seule condition, c'était 2 ans, un jour, être propre. Donc, ça collait. C'est cool quand même parce que du coup, comme il n'y avait rien d'obligatoire et tout, j'avais quand même l'autorisation d'avoir une place à la garderie, quoi. Mmh. On aurait pu me dire, bon, la garde pour des plus petits, vous avez qu'à le mettre à l'école, quoi. Donc, Mmh.
Mais c'était 1 jour par semaine. Donc, les 2 ont fait ça et je les ai inscrits à l'école, mais en me posant beaucoup de questions, quand ils avaient 3 ans, en fait, en petite section. Ils sont 20 pour une maîtresse et Waouh. une ATSEM à mi-temps. Enfin, Ouais, ça n'a rien c'est... à voir. Déjà que les quotas de crèche, des fois, pour les tout petits bébés, c'est vraiment limite. Oui, oui, pour les petits, c'est beaucoup. Là, c'était mon fils, sa référente, elle avait 7 enfants. Quand tu as 2 ans et demi, 6, 7 enfants, c'est déjà de Voilà. partager l'attention de l'adulte avec 6 copains, c'est déjà un peu plus simple, quoi. Et puis, c'était qu'une fois par semaine. Mm. Donc, le reste du temps, je l'emmenais dans plein d'endroits où on voyait des enfants, où voilà, ils ne restaient pas reclus à la maison. Je sais pas, tu vois, c'est... A priori, quand on les met pas dans des structures, les pauvres sont asociaux. T'as porté, du coup? Ben ouais, heureusement, l'écharpe m'a sauvé la vie. Mm. Ouais, carrément, bah, tout petit, pour pouvoir faire des choses, oui, je l'avais en écharpe. Et puis après, j'avais acheté un métail que quand il est passé au dos. Et Est-ce je que tu as fait des l'avais... ateliers, du coup, pour tout ça? je porte mon bébé, oui, j'avais fait un atelier une fois pour apprendre à nouer l'écharpe. Bon, je faisais 1, 2 trucs différents, c'est tout, hein. Et en promenade, je ne prenais pas de poussette. La poussette, j'ai connu ça quand j'ai eu le deuxième et que du coup, je portais le deuxième. Et je mettais le premier qui marchait. J'avais la poussette canne pour, si tu es fatigué, tu montes dedans, quoi. Mm. Mais la poussette, je me souviens, malgré tout, jeunes parents, on avait acheté la poussette de compétition avec la coque qui s'en va, le truc qui fait devant, derrière et tout. Je m'en suis un peu servie, mais j'ai vite vu enfin, que c'était pas un achat essentiel, en fait. J'étais au deuxième sans ascenseur, c'était déjà juste chiant de devoir Ah ouais. sortir la poussette, tu fais de la remonter toute seule. Enfin, tu fais comment avec le bébé? Tu vois, tu devais laisser la poussette en bas, remonter ton bébé, le poser, dire je ne bouge pas, enfin maman reviens, ne pleure pas, je suis là, je vais juste chercher la poussette et rechercher. Enfin, c'était pas pratique du tout, de toute façon. Donc je m'en servais plus pour quand on allait faire des courses, pour avoir un caddie en fait. Puis après après je me suis acheté un vrai caddie comme les mamies là, et Mm. puis je faisais mes courses avec bébé dans l'écharpe et le caddie. Donc je m'en suis pas servie tant que ça, non, parce que je trouvais ça vraiment pas pratique en fait. C'est chiant on habitait en plus dans un parc où il y avait des escaliers de partout. Donc Mm. il y a des accès pour les vélos, mais tu es là avec ta poussette, tu as un accès qui est juste 2 bandes de ciment sur un escalier, c'est hyper raide en fait. J'ai pas intérêt de la lâcher ou de glisser, quoi. Donc non. Ou après, c'était des détours. Enfin, voilà. Je trouvais ça pas pratique du tout. Donc, je portais. Et j'emmenais, du coup, mon fils soit se balader, soit, du coup, j'allais en lieu d'accueil enfants-parents. Mm. Les LAEP, on avait ça à côté, on en avait 2. Et 2 fois par semaine, j'allais au LAEP, au départ, plus pour moi, pour avoir des adultes avec qui discuter quand même. Euh, Ça fait du Et puis, bien. ouais, et puis aux réunions Let's League 1 fois par mois. Et en fait, mon fils est né vers 15 mois. Je sais, alors, j'ai pas de mots à mettre dessus, enfin, tu as d'étiquette officielle. En tout cas, j'allais dire, il a fait une phobie des autres enfants, j'en sais rien. Il avait peur des autres enfants, en tout cas. Et du coup, je me suis dit que c'était important. En fait, quand un enfant s'approchait de lui, il venait vers moi en courant et en pleurant, comme s'il comprenait pas ce que voulait l'enfant. Donc, Ok. du coup, à ce moment-là, je me suis dit que c'était hyper... Alors, bien sûr, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, ah, c'est de ma faute, c'est ça de garder son enfant à la maison, il voit pas assez de monde, là, là. Et du coup, je sortais tous les jours. On allait à la ludothèque, à la médiathèque, au lieu d'accueil de telle ville qui était ouvert le jeudi, à telle autre qui était... Et du coup, 5 fois par semaine, on avait une petite sortie d'1 heure, 2 heures, où ils voyaient des bébés, des autres enfants. Je suis pas sûre que ça a changé grand-chose, en fait. Franchement, avec le deuxième, plus, en fait. Le premier, je connaissais pas encore. Après, ils ont jamais eu de trotteur ou truc comme ça à la maison. Mais je savais pas que ça avait un nom et que... Mm. et voilà que... Bon, je pense que j'ai fait un peu... Bah, c'est tellement dans la suite du maternage que voilà, ça me paraissait... c'est pareil. Mais par contre, avec le deuxième, on avait nos moments privilégiés parce que quand tu as un deuxième comme ça, à 22 mois d'écart, tu as l'impression d'être jamais seule avec lui. Mm. Et du coup, 1 fois par semaine, il y avait des ateliers de motricité libre organisés par Trop une bien. nana qui était psychomotricienne, il me semble, que moi j'avais rencontrée avec mon premier quand j'étais enceinte. Elle faisait du bébé gym et j'ai adoré sa façon de faire le bébé gym. Elle avait son fils qui avait le même âge que mon grand. Et c'était vraiment, tu sentais, il n'y avait pas de programme, de machin, de trucs. C'était
on a une salle, il y a des tapis, il y a des trucs en mousse. En gros, les gosses, faites ce que vous voulez. Elle proposait des choses, mais chacun était libre et tout. Et c'était hyper cool. La psychomotricienne faisait des ateliers de motricité libre pour les petits. Et comme je venais d'accoucher, je dis, mais je vais emmener mon deuxième pour ça. Ça nous faisait nos moments à nous, en fait, où juste tu te posais. Elle mettait des choses, il y avait une petite rampe, je me souviens, une petite rampe en bois pour ceux qui étaient un peu plus grands. Moi, il était petit, il se tourne, au début, je crois, il se tournait même pas ni rien, tu vois. Et juste, tu posais ton bébé, il y avait 1 ou 2 autres bébés, on discutait entre mamans et juste on les observait et elle nous faisait, elle nous montrait, vous voyez, là, on a l'impression qu'il fait rien, mais en fait, il bouge les pieds l'un après l'autre au sol. Et c'est le début c'est ça qui va faire qu'un jour, il saura marcher, quoi. Donc, elle nous mettait l'œil sur qu'est-ce qui est en train de se passer alors qu'on a l'impression que juste il est posé sur un tapis, il fait rien, cet enfant. Donc, c'était hyper chouette de vivre ça avec lui, déjà parce que juste d'avoir un moment avec lui et puis de voir qu'en fait, il se passait des trucs sous mes yeux, quoi, que je n'avais pas remarqué. Donc, j'en ai fait 1 an après, c'est pareil, elle a arrêté. Mais du coup, c'est cool parce que 1 an ou 2, je sais pas, je crois qu'à la fin, quand même, il marchait. Je suis venue avec un bébé qui avait... Bon, il avait 9 mois, il bougeait pas, mon fils. Donc, quand je dis à 9 mois, il bougeait pas, il savait, mais ça Il se l'intéressait pas. déplaçait pas. C'est ça que tu veux dire. Ouais, 9 mois, il devait savoir faire, je me souviens, il faisait une sorte de 4 pattes, enfin, il rampait, mais en poussant plus une jambe que l'autre. Donc, il savait se déplacer, mais c'était pas le truc le plus kiffant qu'il avait à faire, a priori. Mon premier, j'ai emmené rendez-vous pour moi chez l'ophtalmo. Moi, j'arrive, c'était mon premier, je croyais que c'était normal, tu vois. Je pose mon bébé, je crois qu'il avait 10 mois, je le pose au milieu du cabinet médical et il s'assoit là, enfin, avec l'écharpe. Donc, je mets l'écharpe en forme un peu de tapis par terre. Je pose mon bébé et le médecin me fait, mais il va rester là pendant que je vous ausculte. Je dis, ben oui, tu sais, lui, il était là, il dit, mon Dieu, il va me vider tous les tiroirs. Et non, il n'a pas bougé, en fait. Il était assis là, je lui ai peut-être laissé un livre de jouer, je ne sais plus, mais pourquoi tous les enfants ne font pas ça? Mais non, je sais maintenant. Pour le petit mot de la fin, si tu avais un conseil à donner aux mamans qui nous écoutent. Un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné quand c'est une sage-femme qui me suivait pour la rééducation du périnée. Et après, j'ai fait du chant prénatal avec elle pour le deuxième et qui m'a dit, je pense qu'elle avait bien perçu mon caractère de perfectionniste et elle m'a dit, prenez soin de la maman de votre bébé. Et je trouvais que c'était un très bon conseil dit comme ça. Ouais, en fait, c'est prendre soin de soi et s'écouter et écouter son bébé, quoi, aussi. Mais s'écouter et prendre... Ouais, la maternité, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Et comment tu prenais soin de toi, alors? Pas très bien. Mais ça m'avait montré que fallait... que c'était essentiel, en fait. Mais la façon dont elle me l'avait dit m'avait montré... Enfin, moi, je le faisais pour mon bébé, du coup. À l'époque, je m'écoutais pas beaucoup. Enfin, quand je dis j'écoutais pas mes besoins beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai travaillé de dingue avec des enfants. Alors, pas quand ils étaient tout petits, mais tu vois, quand j'ai lancé la cour des petits, c'était 2014. J'avais un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans. Après, j'ai repris un boulot. Donc, j'avais des enfants de 3 et 5 ans, un déménagement, un travail salarié, un blog et une entreprise en train de se lancer en freelance. C'est la preuve que je prenais pas trop soin de moi, en fait, parce que je bossais vraiment beaucoup trop. Donc maintenant, c'est plus juste écouter quand je suis fatiguée et tout, mais je prends beaucoup plus soin de moi maintenant que ce que je faisais à l'époque parce que parce que j'ai pas été élevée, on s'écoute pas, ma fille, tu vois. C'est un apprentissage, hein. Ça s'apprend Ouais, de prendre soin de soi. c'est ça. Donc, clairement, c'est un conseil que je donne maintenant, qu'on m'a donné à l'époque et qui m'avait touchée, où je m'étais dit, OK, il faut que je fasse attention, mais clairement, avec le recul, j'aurais pu prendre beaucoup plus soin de moi que ce que j'ai fait. Et pas forcément, comme je l'avais pris à l'époque, de prendre soin de soi parce que ça va être bon pour ses enfants. C'est prendre soin de soi pour soi aussi, quoi. Parce que moi, par exemple, quand mon deuxième a eu des nuits chaotiques pendant beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire qu'il me réveillait toutes les heures, 3/4 d'heure, 1 heure, enfin 8 fois par nuit, jusqu'à ses 13 mois. J'étais épuisée, sachant que j'avais un grand. Et en fait, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit au deuxième, t'es grand maintenant, maman viendra plus t'allaiter. Si tu pleures la nuit, c'est papa qui va venir et déjà, tu t'endors plus au sein, parce que je pense qu'il y avait ça qui était à l'origine du problème. Et
et du coup qui ait pu affirmer ça de, ben, maintenant c'est plus possible en fait que je me réveille autant, c'est plus possible. Tu es assez grand pour, comprendre un peu et je suis là, je suis restée avec lui, mais pareil, il a pleuré, tu vois? Le premier soir, il voulait s'endormir au sein comme d'habitude. Quand j'ai vu qu'il s'endormait, je l'ai posé dans son lit, il pleurait et je suis restée avec lui en disant: «Je suis là, mais maintenant je veux plus», parce que c'est ça qui en fait, chaque fin de cycle, il se réveillait en cherchant le sein et du coup, il me réveillait et Et je il suis était restée avec. dans une chambre à ce moment-là? Ou il était Non, dans il la était chambre? dans son lit à côté d'une autre, en fait. Il OK. dormait avec nous. Déjà parce que de toute façon, il y avait qu'une chambre pour les 2 garçons, c'était pas possible. Il aurait réveillé son frère 8 fois par nuit, enfin, tu vois? Puis même, c'est tellement plus pratique d'avoir l'enfant tant qu'il dort pas toute sa nuit, d'avoir à côté, quoi. Plutôt que de te lever comme un zombie. Franchement, c'est plus simple. Mais et en fait, j'avais lu, comment il s'appelle ce bouquin d'Elisabeth Panther, comment elle s'appelle? Sur les nuits, un sommeil paisible et tranquille, je sais plus trop quoi, où Oui. elle donne, voilà, mais c'est surtout pas une méthode de laisser pleurer 5, 10, 20 ou trucs comme ça, c'est vraiment, et elle dit dans le livre, c'est pas avant au moins qu'ils aient 1 an, tu vois? Donc mais j'étais là pour, enfin, après il y a le truc aussi des fois les enfants ils pleurent, j'ai vu que c'était de la colère, tu vois, avec mon fils. Il essayait de me taper dessus quand je disais: «Bah non, je suis avec toi et tout», mais c'était pas, «Je suis triste» ou «J'ai peur», c'était, il essayait de me frapper en fait parce qu'il était pas content. Donc je sais pas, je vois que tu es pas content, enfin tu vois, j'ai nommé les sentiments et tout, mais c'est plus possible. Mais tout ça pour dire que si j'ai fait ça, si j'ai eu, parce que ça me bah, il y avait une partie de moi qui avait pas envie de faire vivre ça à mon fils. Mais en fait, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait parce que je devenais, trop irascible pour gérer un enfant de 2 ans et demi. Je l'ai fait pour mon fils aîné, en fait, parce que j'étais dans un état, j'étais un zombie et dès qu'il enfin, je pouvais crier dessus, sur mon grand parce qu'il était un peu «difficile» entre guillemets, mais en vrai, c'est parce que moi, j'étais crevée, quoi. J'ai pas pris soin de moi pour moi, j'ai affirmé un truc, enfin, qui était un peu difficile et j'ai dit à mon fils: «Bah, là, tu passes, c'est pas toi qui passes en premier, mais c'était pas pour moi, c'était plutôt pour son grand frère». Parce que je pense ça aurait été mon aîné, j'aurais laissé traîner ça, jusqu'à ce que ça vienne de lui. Il a pleuré, j'étais là et le lendemain, il a pas pleuré, quoi. Le lendemain, il fait: «Bon, bah, OK, je m'endors tout seul». Enfin, il s'est pas endormi, j'étais avec lui, mais OK, je m'endors sans le sein, d'accord, et puis quand il pleurait la nuit, c'est mon mari qui y allait avec le fameux coup: «Tu as soif? Voici un verre d'eau». Il m'a dit: «Dégage avec ton verre d'eau, j'en veux pas, c'est pas ça que je veux». Il dit: «C'est pour ça, je me réveillerai plus la nuit», et en fait, ça s'est réglé assez vite, quoi. Mais après chaque cas est, voilà, ça a marché, enfin, ça a marché entre guillemets pour moi et mon fils, parce que je pense que dès le départ, il y avait un truc de biaisé qui était que mon fils a eu une naissance hyper difficile et du coup, j'ai essayé de rattraper un truc en mode: «Non, mais s'il pleure la nuit, c'est à cause d'un traumatisme à la naissance et du coup, il faut que je sois là», et qui fait que, ouais, il a fallu 13 mois pour que je me dise, je pense que je surréponds. Peut-être même qu'au départ, c'est moi qui, dès qu'il chouinait, le prenais, en mode, tu vois, qui ai créé le truc, quoi. Je sais pas. Ouais, moi, Mais je vois que pour Arthur, j'ai vu les tas de situations où, pour Lisa ou pour Tania, le moindre petit mouvement, paf, je les aurais mis au sein. Où là, j'attendais un petit peu et au final, il se rendormait. Et souvent, ouais, c'était un petit pipi, tu vois. ouais, ouais, Et il rembrayait. Et ben, il se réveille vachement moins. ouais, c'est ça. Je pense que j'ai un peu créé la situation parce que, parce qu'on a été séparés 2 jours à la naissance et que du coup, j'étais en mode: «Faut qu'on rattrape un truc, quoi». Je pense qu'il y a eu de ça et c'est aussi pour ça que ça m'a mis autant de temps à me dire, «Bah, là, il faut que je mette un holà, en fait, c'est pas possible». Mais c'était vraiment dans ma tête, c'était vraiment: «C'est pas possible parce que je suis trop fatiguée et du coup, je, je suis pas la maman que je veux être avec mon fils aîné». Mais en fait, c'était pas pour moi, donc mon conseil, c'est faites-le pour vous, quoi. Faites-vous Ça placer profitera quand à tout le monde de toute façon. ouais, c'est Euh, clair. Mais c'est clair, mais oui, oui. mais Enfin, ouais. quand on va mieux, quand on va bien, c'est beaucoup plus simple. Enfin, les enfants vont bien, ils ont un modèle de quelqu'un qui va bien, qui s'écoute, Bon, merci beaucoup, Cécile, d'avoir pris du merci à temps toi. pour cette interview. C'était super chouette. Je suis hyper contente d'avoir eu cet échange avec toi. Ouais, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mes bébés qui sont grands maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu et à la partager aux copines. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Si tu as des questions, tu peux les mettre en commentaire. Et n'hésite pas à aller visiter les différents sites de Cécile, que ce soit pour les activités avec tes enfants ou si toi-même tu as des projets d'entrepreneuriat. À très vite!